Bonjour Monsieur Charpentier, votre dernier livre vient de sortir, qui s'appelle Toi. Et j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez utilisé des éléments de votre vie personnelle pour écrire ce livre. Je n'ai pas voulu écrire un livre sur ma vie, bien évidemment, mais par contre, j'ai utilisé le fil de ma vie pour analyser tous les problèmes sociétaux que j'ai rencontrés et sur lesquels il y a beaucoup à dire. Car nous sommes à une croisée de civilisations. À la fin d'une civilisation, nous assistons à la fin d'une civilisation basée sur les rapports humains et la nécessité d'un amour biologique pour pérenniser notre espèce à travers des enfants à immunité forte afin de survivre aux catastrophes naturelles, aux épidémies, aux guerres. Et aujourd'hui, une nouvelle civilisation s'installe à base scientifique et technologique. Et on n'aura plus besoin de rapports humains, très probablement. La technologie installe un écran à la place de notre rencontre. Et cet écran permet à la loi du logiciel de guider nos choix, de guider notre travail et en fait de nous faire consommer comme on le voit actuellement. Quant aux enfants, eh bien, les enfants risquent d'être faits artificiellement. Aujourd'hui, ils sont faits par la fécondation in vitro. Demain, ils seront faits dans un utérus artificiel. Et après-demain, ils seront simplement faits avec des cellules cutanées. Comme l'a démontré Yamanaka, qui a eu un prix Nobel en 2013, qui a fait des bébés rats avec des cellules cutanées de ses parents rats aussi. À ce moment-là, on peut penser que les enfants appartiendront à la société, non plus aux parents. Pour vous, j'ai cru comprendre que la liberté et l'amour ne s'entendaient pas toujours ensemble. Pourtant, la liberté est le plus beau cadeau que l'on peut offrir à la personne que l'on aime. La liberté, c'est prétentieux de parler de la liberté. C'était souvent un refus des règles sociétales que nous avons imposées notre éducation. Alors que l'amour, lui, s'impose à vous. Ils ne prennent pas tout à fait le même chemin. Et cet amour vous prive souvent de votre liberté. Alors il faut trouver un compromis, et le meilleur compromis, c'est effectivement quand vous offrez votre liberté à l'autre. Et si c'est réciproque, c'est parfait. C'est donc choisir sa contrainte. C'est pas vous qui choisissez, ni elle, c'est la vie qui va vous faire vous rencontrer, jusqu'à présent tout au moins, au décours de ces facéties. La première rencontre avec votre belle est assez extraordinaire. Vous rencontrez d'abord sa maman, car votre belle est malade, et le soir vous sortez enfin avec elle. Son angine a été de courte durée. Tout ça pour subir un séisme à la suite d'une main posée sur un genou. Les premières rencontres sont toujours extraordinaires. Et le roman est là pour les magnifier. Souvenez-vous d'un film qui a été fait par Éric Rohmer et qui s'appelle Le genou de Claire. C'est un jeu subtil de la séduction. Alors souvent on dit que nous sommes notre pire ennemi. Ne pensez-vous pas que le pire ennemi de la femme est le féminisme primaire qui, lorsqu'il est mal digéré, préfère déconstruire l'homme? Oula, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. La femme a changé, beaucoup changé. Et l'homme essaie de s'adapter à ce changement. Et c'est difficile. La femme a changé parce que il n'est pas question de remettre en question son besoin de parité sociale qui est tout à fait légitime. Tout à l'heure on parlait de ses qualités
féminines éternelles telles que la tolérance, la compassion, le pardon au chevet de l'homme, et effectivement il en a besoin, c'est pas le problème. Le problème, c'est que elle ne veut plus vivre, elle veut, comme avant, elle veut être libre de faire sa vie, et en particulier, elle a toujours été responsable de la stabilité familiale. Et elle ne veut plus être la seule à être garante de cette stabilité familiale. Elle a les moyens pour ça, parce qu'elle s'est émancipée de ses enfants dans les années 60 grâce à la pilule. Elle s'est émancipée de l'homme, de son mari, grâce à la libération sexuelle des années 70-80. Et depuis, elle a du temps pour s'occuper d'elle. Elle gagne son argent, elle travaille. Et aujourd'hui, elle a la place qu'elle mérite, bien évidemment, dans la vie sociale. Mais elle a pour ça une vie sociétale qui s'éloigne de sa vie familiale. Elle sort de plus en plus avec ses copines, elle part en vacances avec ses copines en laissant les enfants à l'homme qui partage les tâches ménagères. Et elle est presque aussi infidèle que l'homme, puisqu'aujourd'hui 36% des femmes sont infidèles contre 44% des hommes. Donc petit à petit elle rattrape son retard. Et l'homme dans tout ça. Et l'homme dans tout ça, bien l'homme n'est pas brillant, il n'est plus le prince charmant, il n'est plus le mari protecteur, il n'a plus l'initiative de la rencontre, puisque c'est la femme qui rencontre l'homme et plus l'homme qui rencontre la femme. Et il est perdant sur son terrain sexuel. En fait, l'homme ne sait pas vivre seul, alors que la femme, elle le peut et le sait. C'est une grande différence entre l'homme et la femme. Alors, la femme garde quand même le pouvoir humain extraordinaire de transmettre la vie. Transmettre la vie, c'est sûrement sa plus grande noblesse, parce qu'elle pourrait mourir pour l'enfant qu'elle met au monde. Mais avec quel homme faire cet enfant? Là est le problème, car elle ne trouve plus beaucoup d'hommes sur le marché de la procréation. L'homme, lui, à contrario, ne retrouve plus la femme qu'il aimait. Car la femme n'a plus envie de séduire l'homme. Et l'homme le ressent. Il n'aime pas que la femme ne le séduise pas. La femme parle à son compagnon en lui disant « Bon, prends-moi comme je suis ou laisse-moi ». Alors qu'elle cultive son image, sur les réseaux sociaux par exemple, par pure rivalité avec ses copines. Donc vous voyez qu'il y a un grand malentendu entre l'homme et la femme aujourd'hui, et qui sont dus à nos habitudes sociétales. Alors les hommes, eh bien, ils s'adonnent malheureusement au jeu des femmes virtuelles. Le plus bel exemple, ce sont les Japonais qui vivent avec leur manga jusqu'à l'âge de 35 ans, puisqu'il y a un Japonais sur deux qui a son premier rapport sexuel physique à partir de 35 ans. Il est difficile aujourd'hui donc de rapprocher l'homme de la femme pour toutes ces raisons. Alors le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme, c'est aussi les enfants. Et on se rend compte que au fil de ces dernières années, il y a eu le bébé d'amour, après le bébé de compagnie, et maintenant nous avons le bébé objet. En gros, où je veux, quand je veux. Et au cours de votre vie de médecin, vous avez traversé ces transformations sociétales. Personnellement, ne pensez-vous pas que l'humain cède sa place au profit d'un égoïsme sociétal? Alors l'égoïsme est en nous, mais l'humain aussi. Je pourrais vous parler
de deux types de sociétés à l'opposé l'une de l'autre. L'une ancienne et l'autre peut-être à venir. Il existe dans une mer d'Indonésie une population de gens vivant sur des barques, des embarcations. Et toute leur vie, ils vont vivre sur ces barques et enfanter sur ces barques. L'homme participera à la douleur de la femme et quand leur bébé naîtra, eh bien, ils vont prendre le nom de l'enfant, abandonner leur identité et ils vont lui donner tous leurs biens. Ils auront simplement transmis la vie et rempli leur mission et ça leur suffit. À l'opposé, la vie qui nous attend, j'espère que non, mais qui pourrait se passer dans le futur, c'est la vie des transhumanistes qui cherchent l'immortalité. Et donc, l'absence de nécessité d'avoir des enfants, puisqu'ils pourront vivre éternellement en tant qu'égoïstes parfaits. Alors vous avez passé votre vie à donner la vie. Que pensez-vous de cette société qui parle plus maintenant de légiférer sur l'euthanasie et la mort est-elle plus importante que la vie? Alors je ne, bien sûr, prendrai aucune position sur l'euthanasie, mais aucune position personnelle, mais je constate qu'il s'agit d'un tri humain. Et ce tri humain, aujourd'hui, on le voit à différents niveaux. On le voit déjà au niveau de la fécondation in vitro, puisqu'on trie les embryons. Et d'ailleurs, demain, on les modifiera en faisant de la chirurgie génétique. On trie les humains en faisant des interruptions volontaires de grossesse, nécessaires pour l'équilibre de la société aujourd'hui. Mais c'est quand même un tri humain. Et maintenant, on va trier des humains pour les faire mourir s'ils n'ont plus la capacité d'avoir une vie décente. Ces différentes formes de tri, c'est en fait une sélection de l'être parfait, qu'on appelle l'eugénisme. Il y a 70 ans, on a condamné certains régimes pour ce même concept. Et pourtant, on fait un petit peu la même chose aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir. Alors, il y a quelques médecins qui ont signé une tribune disant nous sommes là pour soigner et pas pour donner la mort. Donc quelque part les choses sont en train de bouger aussi pour cette lutte pour la vie. Au plan personnel, je ne suis absolument pas pour le tri humain, c'est bien évident. Par contre, la société n'arrête pas de le faire. Alors maintenant, quel futur pour vous? Personne ne le connaît, bien sûr. Est-ce qu'il y a des solutions à ce désastre humain? Parce qu'on peut parler de désastre dans notre façon de vivre. D'abord, il faudra en prendre conscience. Et c'est difficile de prendre conscience de ce genre de problème. Récemment, nous avons eu une crise humanitaire avec le Covid. On a été confinés. On s'est promis, juré qu'on ferait attention aux choses importantes de la vie, qu'on en prendrait conscience, qu'on optimiserait notre vie dans ce sens-là. Bon, 2 ans, 3 ans après, on a tout oublié et on reprend notre vie comme avant. Donc vous voyez qu'on a du mal à prendre conscience des vraies valeurs de notre vie. On pourrait avoir un cataclysme mondial, humanitaire, qui pourrait mettre les choses à zéro. C'est les théories des collapsologues, ceux qui ont une fascination pour le chaos. Ils ont tout prévu, la fin du monde en 60 ans. Je ne suis pas tout à fait de leur avis, parce que je pense que la vie a le génie de la recréativité et qu'ils ne donneront pas raison à ces pessimistes, invétérés. Alors que faut-il faire? Je m'en réfère à certains auteurs de science-fiction,
c'est pas tout à fait mon domaine, mais un écrivain qui s'appelle Alain Damasio, qui a une cinquantaine d'années, a parlé de ses confrères qui, en 70, avaient prévu notre façon de vivre aujourd'hui en 2020, à savoir que nous sommes tous connectés. Et les gens avaient déjà pensé à ça 50 ans avant. Ils étaient tous à peu près d'accord. Eh bien, ces auteurs de science-fiction ont prévu que dans 50, 60 ans, on réintroduirait du vivant dans notre vie. Alors on ne sait pas sous quelle forme, sûrement pas sous la forme de l'écologie actuelle, parce que je pense qu'il faut au moins autant se consacrer au réchauffement humain qu'au réchauffement climatique.